Bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith. Eh bien, on se fait encore du plaisir à partager l'essentiel des sujets, des réalités qui gravitent autour du Cameroun en ce jour. Le regard porté par les Camerounais aujourd'hui est également celui de la crise ukraino-russe aujourd'hui. Le regard en même temps des Africains qui estiment que c'est justement un message fort qui est envoyé comme ceci aux pays africains afin de penser naturellement leur indépendance, afin de diversifier également les partenariats militaires et même économiques aujourd'hui. Peut-on avoir le sentiment que les revendications de la Russie en Ukraine peuvent servir en même temps d'appât en termes d'idéologie aux Africains? Mesdames, Messieurs, cette question est longuement posée par quelques Africains, surtout quelques analystes qui estiment qu'il est temps pour l'Afrique également de se lever pour revendiquer en même temps son indépendance. Eh bien, indépendance de l'Afrique, indépendance des pays africains, indépendance du précaré. Peut-on comprendre qu'aujourd'hui, la France se cache derrière l'euro pour interdire à la Russie d'entrer dans son précaré africain, quand on sait que le Mali et la RCA également sont aujourd'hui pratiquement contrôlés par l'État le plus puissant du monde en termes d'armement? Peut-on dire justement qu'il y a crainte? Lorsqu'on regarde en même temps l'évolution de l'OTAN, cette OTAN d'ailleurs, et les nombreuses guerres connues à travers la planète aujourd'hui, peut-on justement regarder des nombreuses communications élaborées dans les médias occidentaux faire vraiment confiance aux pratiques de l'OTAN? Mesdames, Messieurs, on a également le droit de se poser ces questions et se dire finalement l'Afrique ne devrait-il pas aujourd'hui se retourner vers d'autres partenaires plus importants, judicieux, qui vivent dans la communauté et qui pensent justement au socialisme et non au capitalisme? Bienvenue à vous. Ils sont encore courroucés, très nombreux et déterminés à faire entendre leur voix. Il s'agit bien sûr des enseignants du primaire, du secondaire, qui depuis plus d'une semaine font entendre leur voix autour du mouvement On a trop supporté. Au regard des dernières informations, ils restent téméraires, exigent au gouvernement camerounais de résoudre tout ce qu'ils ont comme grief, mais surtout semblent même désormais revendiquer une augmentation du salaire aujourd'hui au Cameroun. Info Talks, Madame et Messieurs, nous en parlerons ce matin aux côtés de la grande famille. Charles Amel Mbachou est avec nous comme chaque matin. Bonjour à vous, chers messieurs, bienvenue sur votre plateau. Bonjour Monsieur Michel Mbachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Une question, celle des enseignants qui se la posent et la posent véritablement à l'endroit de tout cela qui contribue d'une manière ou d'une autre à ce qu'on appelle bien évidemment les droits audiovisuels. Pourquoi est-ce que les médias d'État décident de ne pas soulever la souffrance des peuples, du peuple et notamment celle des enseignants? Pourquoi ont-ils choisi de se taire? Pourquoi choisissent-ils de se taire lorsqu'on sait qu'on prélève l'argent à tous les Camerounais pour entretenir le tam-tam national? Mais depuis que les enseignants grèvent, fait étrange, la chaîne nationale n'en parle véritablement pas. Y a-t-il un droit de veto? A-t-on demandé à ceux qui ne s'expriment pas? Après que nous avons interpellé les leaders politiques, ils ont fait une sortie. Merci quand c'est bien, il faut le dire, c'est bien. Bravo à vous d'avoir su écouter la bonne voix. Mais pourquoi, sur le tam-tam national, on ne dit pas qu'on souffre? On ne dit pas que les enseignants souffrent. Elles ont dit que tout va bien dans ce pays. Elles ont dit que tous ceux qui travaillent au niveau du tam-tam national n'ont pas de problème, n'ont jamais été enseignés, n'ont jamais reçu une quelconque éducation qu'il soit. Dans tous les cas, le compteur de l'histoire s'est mis en marche. Chacun est en train d'écrire sa propre histoire. Et vous avez très bien fait justement, Charles Amel, de le rappeler, qu'ils sont également fonctionnaires pour la plupart, qui payent la redevance audiovisuelle. Oui. Eh bien, comment peut-on payer la redevance audiovisuelle et ne pas bénéficier d'une information de qualité? C'est vraiment une question importante. Je crois également que c'était notre courroux, c'est une autre colère suscitée aujourd'hui parce que les fonctionnaires se demandent comment pouvons-nous payer la redevance audiovisuelle. Vous et moi, nous payons. Nous, vous et moi. Ça veut dire que tous les Camerounais payent la redevance et que l'on ne nous donne pas l'information propre, bien évidemment, au peuple camerounais. C'est un sujet, pas de monde, sur lequel d'ailleurs on devrait s'arrêter et interpeller plus d'un Camerounais à ouvrir les yeux. C'est important, mesdames et messieurs, se taire serait un crime. Isabelle Carozepet, bonjour madame, bienvenue ce matin. Bonjour à vous Michel
Bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. Beaucoup de courage aux familles, voilà, de ces personnes qui sont décédées dans un accident qui s'est produit, on va dire, aux alentours de 12 heures du côté de Bekoko, voilà, entre ce camion et ce car de transport en commun, un bilan plutôt lourd où il faut déplorer aussi, on va dire, maladresse, voilà, des uns comme des autres. La route ne tue pas, c'est nous qui tuons, vigilants sur les routes. Merci infiniment, petit clin d'œil à M. Poinfo qui nous regarde ce matin. Bonjour à vous, Bonbon Bengan, bienvenue ce matin. Bonjour M. Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Et justement, moi je m'interroge aujourd'hui, on va peut-être revenir dessus et ça va faire l'actualité pendant longtemps. Que représente l'intervention russe en Ukraine? C'est ça en réalité, il faut comprendre des choses, mais on ne pourra comprendre cela que si on avait une organisation panafricaine sérieuse. Mais malheureusement, l'Union africaine n'existe que sur le papier. On sera obligé de faire des débats intellectuels et tout, rien sur le fond. C'est comme ça qu'a été le cas dans les années 58, 59 et 60. On tuait Barthélemy Boganda, Lumumba, Oumniobe, la chute de Nkrumah en 66 plus tard. Et on n'a pas pu se mettre en ordre de bataille, malheureusement. Ça risque de nous arriver. Est-ce qu'on pourra donc soutenir Touadéra et Assimi Goïta? C'est là le problème, mais il faudrait qu'on les soutienne. Je ne trahis pas de secret, mon Bengan, depuis des jours quand même. L'actualité internationale intéresse plus d'un Africain. Eh bien, on est rentré dans les livres, on est rentré dans les ouvrages, on est rentré dans les documents. Eh bien, on se pose la question, doit-on faire confiance à l'OTAN? On en parlera pendant l'émission. Dominique Audrey, bonjour à vous, madame, bienvenue. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs et aux chrétiens qui sont en plein dans la période de carême. Beaucoup de courage. Au début. Oui. En plein, mais après Vous en 2 savez jours. quelque chose, non, Bengan? Après 2 jours, ça fait déjà beaucoup. Donc ils sont décembre. C'est hier. Pourquoi vous voulez m'embrouiller? Non, J'ai dit qu'ils sont déjà dans le carême. Ils sont voilà. déjà dans le carême. C'est pour ça que j'ai dit en plein dans la période consacrée au carême, jeûne, prière et partage. Donc à ces chrétiens, partagez au maximum, méditez énormément et surtout priez. Merci beaucoup à vous. Merci à chacun. Installez-vous confortablement et merci de nous recevoir dans vos familles. Parce qu'on le sait en même temps, des parents sont assis devant leur petit écran, nous regardons. Désormais, nous faisons partie intégrante de vos familles. Isabelle Carole, Dominique Audrey, Bonbon Bengan, Charles Lamel et moi. Et bien, toute la grande équipe, nous sommes une vingtaine en même temps. Merci de nous ajouter à, on va dire, à tous les enfants de vos familles. Ça nous fait plaisir, madame, monsieur. L'histoire de ce matin, une histoire rocambolesque quand même. Une histoire qui interpelle papa et maman, qui interpelle aussi les enfants. Une histoire à laquelle on souhaiterait que l'on comprenne les réalités qui se greffent autour du côté très spiritualo-verbal. Va-t-on dire ainsi? Dominique Audrey, nous restons suspendus à vos lèvres, madame. Ce sont les pleurs d'une jeune femme qui est âgée aujourd'hui de 32 ans. Elle dit que lorsqu'elle avait 18 ans, un soir, alors que son père est revenu encore une fois ivre de son travail, ce jour-là qu'il venait de toucher son salaire, il l'a maudite. Elle raconte que le dernier né de leur famille, puisqu'ils sont 4, a été opéré et cet enfant-là était interné ce jour-là. Et son père est rentré du travail, il était totalement ivre et il n'est pas passé à l'hôpital. Sa mère qui revient de l'hôpital pour prendre à manger et retourner à l'hôpital trouve son mari ivre qui avait vomi dans le salon, qui était complètement endormi. Elle s'est mise à pleurer et elle a commencé à bavarder. Ça a tourné en sucette, ça a viré à la bastonnade, une bagarre, des chamailles et tout. Et ce jour-là, elle était âgée de 18 ans, elle a décidé de s'interposer entre son père et sa mère parce qu'elle a estimé que c'était déjà trop ces bastonnades, ces bagarres à répétition. Et son père l'a maudit ce jour-là. Ce jour-là, exactement, son père lui a dit « Tu ne seras rien comme ta mère. Aucun homme ne voudra jamais de toi. Tu ne feras jamais rien de bon. » Sa mère, ce jour-là, après que son père ait lancé ce sort, lui a dit « Retire cette malédiction que tu viens d'infliger à ma fille. » Elle a insisté et son père est resté sur sa position, il n'a rien dit. Malheureusement, sa mère n'a pas supporté cette situation et est partie de la maison. Aujourd'hui, elle est âgée de 32 ans.
Et elle dit qu'elle n'a jamais pu évoluer jusqu'aujourd'hui. Elle n'a jamais pu pousser les études loin. Elle n'a jamais eu son baccalauréat. Elle n'a jamais pu obtenir de travail. Et aujourd'hui, qu'elle a donné naissance à un enfant sans aucune relation sérieuse, son père, puisqu'elle vit toujours au domicile familial, est entré dans sa chambre, a porté son bébé et lui a dit vraiment: je suis désolée pour ce que je t'ai fait ce jour-là. J'aimerais bien que tu me pardonnes. Et cette jeune femme de 32 ans, maudite, lorsqu'elle avait 18 ans par son père, pose la question de savoir: est-ce qu'on peut pardonner ce genre de choses? Y a-t-il un moyen de récupérer ce que j'ai perdu à cause de mon père, à cause de la malédiction à moi infligée par mon père? Et pourra-t-on avoir une relation normale de père à fille? Voilà. On va non seulement dire bonjour à tous les papas qui nous regardent ce matin. Je suppose que en nous regardant, cher papa, vous prendrez quand même vos téléphones et vous allez vous référer au numéro qui s'affichera au bas de l'écran. Vous allez nous faire un SMS. Eh bien, vous nous direz exactement comment est-ce qu'on peut réparer ce type de souci. Lorsqu'un papa a pris sur lui de proférer des propos, on va dire aussi inacceptables à l'endroit de son enfant, une malédiction, est-ce qu'on peut réparer ça? Certainement oui, probablement oui. Et je me retourne vers vous d'abord, cher Lamine Bachou, c'est important d'en parler. C'est important de se dire, en tant qu'Africains, nous vivons du verbe. Une fois le verbe est sorti, comme qui dirait, les mots sont comme des fusils et des balles, une fois sortis, ils ne reviennent plus quand même. Qu'est-ce qu'on fait pour cette fille? Que peut faire le papa de cette fille? Premièrement, M. Michel Ngacho dit à la fille qu'elle a fauté. En quoi? La fille a fauté et c'est la raison pour laquelle elle a été frappée par la malédiction. Il est strictement interdit aux enfants de prendre parti dans une querelle des parents. Les enfants sont interdits de prendre parti dans une querelle entre papa et maman. L'histoire nous demande qu'elle a fait partie. Si, elle a monsieur Michel séparé les Ngacho. bagarres. Non, monsieur Michel Ngacho. Bon. Permettez-moi. On vous le permet. Merci beaucoup. Je suis protégé. J'ai la parole. Elle a pris parti. L'enfant se contente lorsqu'il y a bagarre, insulte, de venir dire: maman, tais-toi, papa, tais-toi, maman, sortons. Prendre la mère, l'éloigner, ou prendre le père, l'éloigner, et appeler quelqu'un de plus grand. Même si elle paraît grande, appeler quelqu'un de plus grand pour intervention. Le rôle de l'enfant, c'est sécuriser. Vous avez des mamans qui sont championnes dans l'art de la provocation après qu'elles aient monté les enfants. Elle dit aux enfants que voilà, je vous dis tout que mon père, votre père, mais maintenant c'est tout. Lorsque les enfants sont là, elle profite pour envoyer les pics. Le père réagissant dit: vous voyez, et les enfants se retrouvent parfois à bastonner le père. J'en vois tout le temps des papas qui sont bastonnés par leurs enfants. Non, c'est strictement interdit. L'enfant ne juge pas son parent. L'enfant ne porte pas main sur son parent. En cas de conflit, il sécurise le plus faible, qui généralement est la mère. On la sécurise en la faisant sortir. On appelle plus grand. Ça peut être le voisin, ça peut être le chef de famille, ça peut être même les passants. On interpelle pour faire entendre raison. Dans le cas où on n'a pas entendu raison, on demande à la maman d'aller se reposer chez un frère de la famille. Voilà la première chose dont elle a fauté. Deuxième chose. Là, je m'adresse au papa. Permettez. C'est quand même travesti, cher Lamine. L'histoire de ce matin ne nous dit pas que cette fille a porté la main sur Monsieur sa Michel maman. Ngacho. Permettez, cher Lamine. Monsieur Michel. Pour qu'on se comprenne bien, qu'on se recadre. Deuxièmement, elle n'a pas pris parti. Elle dit bien qu'elle a séparé les parents qui étaient dans une bagarre. Monsieur Michel Alors, Ngacho. si à l'issue d'une séparation de bagarre, papa profère des mots comme cela, est-ce que c'est pas dangereux? Un proverbe bantou dit: lorsque vous bagarrez, ne vous contentez pas des coups de poing, mais contentez-vous des mots qui sortent. Pendant qu'elle séparait, qu'est-ce qu'elle a dit? Papa, tu es sous. Papa, toi aussi, tu exagères. Tout le temps, papa, on est fatigué. C'est une phrase. Elle va vous dire qu'elle a séparé, mais c'est une phrase. Il faut faire très attention. Et le père, les parents sont épidémiques. Votre papa est sous. Votre papa est un soulard. Votre papa ne travaille pas. Vous êtes dans un quartier. L'enfant a strictement interdit de juger son père. Quel que soit, il est interdit de juger son père. Ses parents. Au nom de ton père et ta mère, on n'a pas dit vivant ou mort. Après Dieu, c'est tes parents. Donc, il y a des mécanismes, il y a toute une échelle qu'on a prévue
pour juger les parents. Il y a des personnes qu'on interpelle. Premier point. Deuxième point. Il est strictement interdit aux parents de doigter l'enfant. Enfin, de pointer du doigt. Ouais, je parle comme au quartier, monsieur Michel Gadjou. Si vous voulez parler français académique, je ne peux pas m'exprimer dans un français aussi académique. De doigter l'enfant, d'insulter l'enfant, de tenir des propos déplacés devant les enfants. Pourquoi? Parce que monsieur Michel Gadjou, il y a deux témoins que vous n'allez jamais effacer. Le vent qui porte et monsieur Michel Gadjou, la terre. Le vent qui porte. On ne balaie pas la maison la nuit. Parce que lorsque vous balayez la maison la nuit, ça reste devant la porte. Il est strictement interdit d'insulter les enfants dans la nuit. Il est strictement interdit de bagarrer dans la nuit. Lorsque vous faites, ça ne transporte pas, ça reste devant la porte. Voilà pourquoi on interdit de balayer. Or, en journée, quand vous balayez, le vent emporte, les pas, les entrées et sorties emportent. Il est difficile de faire le tri. La poussière, les querelles dans la nuit sont comparables, monsieur Michel Gadjou, à cette poubelle qu'on fouille. Il y a 3 types de malédictions. Vous avez la malédiction verbale, la malédiction à la cendre et la malédiction à l'eau. La plus dangereuse de ces 3 malédictions, monsieur Michel Gadjou, c'est la malédiction verbale. La malédiction à la cendre, c'est le bannissement. Où vous avez un problème, on ramasse la cendre dans la cuisine, on souffle sur vous, c'est le bannissement. La malédiction à l'eau, monsieur Michel Gadjou, alors là, après les paroles, les malédictions verbales, c'est la malédiction à l'eau. Vous allez vous rendre compte que dans tout ce qu'il y a comme rituel, même Ponce Pilate a pris l'eau. J'ai dit Ponce Pilate dans la Bible. On a dit que c'est le carême. Non, mais Ponce Pilate, il a lavé les mains à l'eau. Ponce Pilate, il a lavé les mains à l'eau. Donc, on vous dit, monsieur Michel Gadjou, méfiez-vous. Donc, la parole, il a employé la parole. Maintenant que la parole est sortie, quels étaient les témoins? Le voisin qui a pris un caillou en disant à la terre, terre, tu es témoin de ce que le père dit à sa fille. Je te prends comme témoin, il jette dans son sac. Parce que lorsque vous parlez, on va voir le Père. Vous comprenez pourquoi je développe? On va voir le Père. Lorsque vous parlez, il y a des témoins. La feuille qui est au sol est un témoin. La terre est un témoin. La poussière est un témoin. Bon. Monsieur Michel, Oui, justement, tout vit. Je dis bon. Tout vit. Attention, tout vit dans ce monde. Tout vit. Lorsque vous dites à quelqu'un, pourquoi vous n'aimez pas le mot tu vas voir? On court vite au commissariat. Si quelque chose m'arrive parce qu'il a dit que tu vas voir, apprenez-vous à tel. Oui. On ne joue pas, tout vit, monsieur Michel Gadjou. À travers l'expression, non, le Père a dit tu ne seras rien. Au moment où le Père le disait, il le pensait. Au moment où le Père le disait, il le visualisait. Très bien. Demander pardon, c'est petit. Ce que le Père gagnerait à faire, c'est prendre la fille, récupérer la terre de la maison, puisqu'elle a demandé, il faut qu'on lui dise, prendre la terre, pétrir la terre, oindre sa fille nue, comme un verre avec la terre de la concession en lui disant, je t'ai mis un mauvais masque. J'ai mis sur toi de mauvaises paroles. J'ai moi-même volontairement tué ton étoile. J'ai moi-même, il oigne sa fille avec la terre, elle va se laver, il aura brisé la malédiction, parce que le témoin le plus dangereux, c'est la terre. Isabelle Carozopet, je me retourne vers vous rapidement. Les explications de Chalamel, d'accord, on est tous d'accord. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi, on dit on ne juge pas les parents, mais les dit aux parents quand même, faites attention à ce qui sort de vos bouches, parce qu'on est dans un monde où on doit bénir que de maudire. Maudire justement, on porte soi-même un fardeau. Quel message à ce type de parents qui nous regardent ce matin, puisqu'ils sont très nombreux d'ailleurs? Je crois que les parents devraient tout faire pour éviter qu'il y ait des crises dans le couple. Ça, c'est là. Mais non, comme ce sont des choses inévitables, voire même impossibles, parce que dans toutes les maisons, il y a toujours des situations, voilà, où c'est un peu tendu et tout. La règle à ne pas violer, c'est s'exposer devant les enfants pour pouvoir gérer des conflits. Vraiment, ça sonne très mal à l'oreille lorsqu'on écoute « Mon père bagarrait avec ma mère ». Honnêtement, quand vous le dites, ou alors quand vous, parents, vous le faites devant vos enfants, quel est le message? Quelle est l'éducation? Qu'est-ce que vous voulez renvoyer à vos enfants? Je crois que le papa, connaissant sa femme, l'épouse également connaissant le mari, les deux savent très bien dans quel endroit ou dans quel contexte pouvoir gérer leurs problèmes. Maintenant que ça arrive, l'enfant qui est à côté et qui voit le père et la mère, vraiment ça va dans tous les sens et tout, se dit peut-être maman est plus vulnérable que papa, donc peut-être qu'il faut que je me range du côté de la mère
pour l'extirper des griffes de papa mais et très tout. souvent, C'est trop compliqué. sans me couper, madame, très souvent, dans des cas pareils, il y a un sentiment de justice qui s'impose. C'est-à-dire que papa a eu raison ou pas, vous avez le sentiment d'abord que maman qui est affaiblie, vous devriez d'abord prendre son parti, très souvent, et c'est ce qui, comme l'a dit Charlamel, peut provoquer le courroux du père. Alors, déjà, va-t-on dire qu'il faut tout de suite et maintenant dire à ses parents, stopper toute bagarre en famille? Oui, Rapidement. ils doivent stopper cela. Urgemment même. Ce n'est pas normal que ça se fasse. C'est-à-dire que, parce que quand la fille se retrouve au milieu de ses parents, vraiment elle se dit, ma mère est peut-être plus sensible, ma mère est moins forte que papa, par conséquent c'est au moins elle qu'il faut que j'aille sauver des griffes de mon père et tout. Et justement, on ne sait pas ce que la fille a eu à renvoyer au papa, peut-être sur le visage. Une chose peut-être qu'il n'a pas eu à digérer, des propos peut-être qu'elle a eu à entendre de son père, des choses qu'elle avait à lui dire, mais qu'elle ne disait pas parce qu'elle sait, voilà, c'est mon père et tout, il y a des choses que je dois... Mais là, sous l'effet de la colère et tout, ne pas supporter que maman soit bastonnée de la sorte, elle se met à utiliser des mots peut-être qu'elle ne devrait pas. Je crois que dans cette histoire, chacun a sa part de responsabilité, aussi bien l'enfant, aussi bien le parent. Êtes-vous d'accord avec les solutions proposées par Charlamel Bachou? Bon, peut-être qu'au niveau de la tradition, il faut savoir qu'il faut rendre avec la terre et tout ce qui va avec. Mais moi, je crois que c'est la parole qui est plus forte que tout. Vraiment, avant d'aller faire tel ou tel autre rite, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui sauve. Moi, je suis de ceux qui pensent ainsi. Donc, d'avoir la fille en face, de pouvoir vraiment, à cœur ouvert, chacun vit de son sac, et dire, voilà ce que je pense, voici ce que je te reproche. Et la fille également de dire, papa, je n'ai pas apprécié ceci, je n'ai pas adhéré pour telle ou telle chose. Je crois que simplement de cette façon, avec les paroles, parce que ce sont les paroles qui ont été proférées par l'un comme par l'autre, qui ont blessé chacun d'eux. Je crois qu'avec ces mêmes paroles, en étant en harmonie avec son cœur, c'est-à-dire ne pas dire les choses pour plaire, mais dire les choses qu'on pense réellement. Parce qu'en réalité, elle ne peut pas oublier que c'est son père, et lui aussi de savoir que voilà, c'est son enfant. C'est vrai ce matin que l'on a jeté le dévolu sur le père en ce qui concerne l'histoire, mais je voudrais qu'on fasse un petit trait d'union sur quand c'est la mère qui le fait. Est-ce que les procédés seraient les mêmes, Charlamel C'est pour ça que moi je dis, Michel Gachou, il faut qu'on le s'arrête procédé- sur les paroles. Parce que ce soit la mère, le père, l'oncle, la tante, Il y a des tout, mamans qui frappent aussi sur des papas et qui sont même plus violentes que des papas, on le sait au moins. mais ça dépend de ce qu'elle a eu d'abord. Hein? Ça dépend de ce qu'elle a Donc vous reçu. validez la violence des mamans aujourd'hui? Du tout, même pas, mais juste ça dépend de ce qu'elle aurait reçu. Parce qu'il y a des mamans qui sont hyper violentes par rapport à mon papa. Elles Ben- frappent carrément. Et si l'enfant vient prendre le parti du papa, bah, c'est compliqué. Bon, maintenant, on a des mamans qui ont maudit leurs enfants. Il y en a qui vous diront qu'elles l'ont fait pour se défendre. Ouais. Lorsqu'un homme rentre dans votre cuisine et prend un gourdin vraiment pour vous assommer dessus, vous faites quoi? Bon, Ah, vous elle défendez. vous dira que c'est la légitime défense, C'est simplement. très rapidement, Nous, Charlamel, nous à un moment. appartenons à un siècle où les gens ne maîtrisent pas le rôle ou l'importance de la parole. Lorsque je dis Isabelle Carole, le vent, la salive, tu ne seras rien. Tous les enfants à qui on a dit dans les quartiers, mais posez la question, vous avez les SMS, tous les enfants à qui les parents disaient tout le temps, tu ne seras rien, allez fouiller. Tu ne seras rien. Il y a d'autres qui l'emploient par blague, qui l'emploient. Le mal que vous... Ça a un impact. Et pourtant, ça a un impact. Parce que le voisin écoute. Le voisin écoute. Ouais. Je vous ai tout dit que dans la sorcellerie, pour tuer quelqu'un, dans la sorcellerie, on le juge. Le père a dit que l'enfant, si elle est mort même à ses yeux. Il y a des parents qui disent qu'à mes yeux, tu es mort, tu n'existes pas. On prend la parole. C'est sorti. Le vent porte. Donc il faut faire très attention. Lorsque le père veut bénir son enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il procède à l'expectoration. Je parle maintenant de l'académie. Il procède à l'expectoration. C'est-à-dire, il crache sur la poitrine de l'enfant en lui disant, va, descends ta poitrine. La personne ouvre la poitrine. Il fait... Ça se fait en pays d'Amérique. Donc c'est pour dire, non, même sur les bêtises, on le fait. C'est pour dire, monsieur Michel Gachou, qu'elle dit, c'est la parole qui a lié, c'est la parole qui doit délier. Non, monsieur Michel Merci. Gachou, il y a des accessoires. Merci pour cette collection. Bonbon Bengal. Le fait est grave quand même ce matin. D'ailleurs, Charlamel a fait des propositions en ce qui concerne justement comment dépouiller la fille de la malédiction qu'elle porterait aujourd'hui. Le père en même temps peut être ignorant de ce qu'il a dit. Et même l'impact que ça peut également avoir sur la vie de l'enfant. Dites-nous concrètement, quel message cette histoire vous renvoie et quelles solutions préconisez-vous afin que les familles qui nous regardent ce matin ne versent pas dans ces pratiques? Bon, Bengal. Le premier message que l'histoire me renvoie, c'est que enfin, que les enfants d'aujourd'hui puissent comprendre, puissent ne plus prendre leurs parents
j'allais dire, un procureur, s'est présenté comme procureur des parents. Oui. Malheureusement, bon, c'est peut-être l'instruction que vous avez, et que papa est, maman est, ils sont. Et il y en a même qui donnent des orientations de vie à leurs parents. Et je vous ai dit que ça, c'est l'occidentalisation. Parce qu'un enfant, quand vous commencez à dire « S'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire », vous vous dites que c'est ça, s'il te plaît. Alors qu'à 6 ans, on ne doit pas dire « S'il te plaît, un enfant ». On l'envoie. On lui donne des ordres. C'est à partir de 13-14 ans qu'on lui explique pourquoi on lui donnait des ordres. Parce qu'il commence à comprendre des choses. Mais aujourd'hui, il commence à le faire. Deuxième chose, en vie de couple. Vous, les enfants, ne sauront presque jamais les conséquences de la violence dans leur famille. Papa peut être sous, vient de gagner son salaire est sous, un de ses enfants malades. Vous ne connaissez pas le litige qu'il y a entre sa femme et lui. Qu'est-ce qu'ils se disent dans la chambre? Vous n'êtes pas là. Vous voyez les conséquences de quelque chose, vous croyez maîtriser les problèmes, vous ne le maîtrisez pas. Ah oui. Vous ne maîtrisez pas. Est-ce qu'il se reproche les infidélités? Est-ce qu'il se reproche si? Est-ce qu'il se reproche la non-fréquentation des parents de l'un et de l'autre? Est-ce qu'il se reproche? Qu'est-ce qu'il se reproche? Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous voyez les conséquences des problèmes que vous ne maîtrisez pas. Et vous entrez dedans comme des juges, de manière sentencielle, vous prenez position. Troisième chose, non, les parents savent que la parole qu'on prononce là, c'est ça qui fait, qui défait. Ils savent ça. Et surtout les Africains. Lorsque nous vous disons par exemple que vous mangez le corps de Christ, vous buvez son sang, c'est le vampirisme. On croit, ah oui, vous êtes en train de... Qu'est-ce qui fait ça? Il a dit, prenez ceci, c'est mon corps, mangez-en. Prenez ceci, c'est mon sang, buvez-en. Il a fait ça comment? Donc, quand on dit également, honore ton père et ta mère et tu vivras. Donc ici, c'est un apprentissage. Si la jeunesse aujourd'hui prend cela comme un apprentissage pour éviter de prendre position dans le débat de leur père, ce serait une très bonne chose. Très très bonne chose. Mais est-ce qu'ils le comprennent? Quitteront cette jeunesse-là, quittera telle la position de juge qui donne même des sentences au problème qu'elle ne maîtrise pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec les solutions proposées par Charles Hamel pour Absolument. corriger ce que cette fille porte aujourd'hui? Absolument. Mais la manière, et justement, ça risque de ne pas comprendre. Si son papa est un initié comme moi et qu'elle a cette attitude, elle ne pourra pas être lavée de ça. Parce qu'elle porte en elle, c'est-à-dire la manière dont elle déclame son histoire. J'ai senti qu'elle cache des choses. Elle n'a jamais dit. Voilà. Elle n'a jamais dit. Au moment où j'ai séparé, elle dit seulement, j'ai séparé la bagarre parce que papa était sous, il n'est pas venu prendre le truc. D'accord. Mais aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a juste séparé. Parce que c'est ça le problème. Donc, pour obtenir le lavage ou alors l'absolution de cela, il faut qu'elle-même intérieurement elle dise ce qui s'est réellement passé, les propos qu'elle a prononcés. Alors, et ce sont ces propos-là. Aujourd'hui, il avait demandé pardon à sa fille. D'accord, on estime que ce n'est pas suffisant. Vous estimez que ce n'est pas suffisant. Enfin, Charles Hamel estime que ce n'est pas suffisant parce qu'il faudrait maintenant procéder à la terre et tout ce qui va avec. C'est un début. C'est un bon début. Tout à fait. C'est un bon début. Mais quand on est déçu, ça s'accompagne, c'est limite parce que ça s'accompagne d'un rituel. C'est pour cela qu'on vous dit qu'avant que quelque chose se passe en phénomène, ça se dessine en nous-mêmes. Donc, elle a prononcé. Ça s'est construit. On vous dit ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et vice-versa. Lui, il a commencé par proférer des paroles. Ça s'est dessiné sur le plan supérieur et ça s'est répercuté sur la fille. Et maintenant, il faudrait donc un rituel de prononciation qui va refaire le même chemin qu'il avait la fille. Mais il faudrait que la fille aussi dise, papa, ce jour-là,
c'est vrai, je t'avais tiré le pain, j'avais prononcé... Elle a bousculé son père. Non, je veux dire... Elle a bousculé son père. Non, ça l'amène. Ses parents, elle a bousculé son Oui, mais père. quand on sépare, on met de côté de toutes les façons. Vous n'avez pas bousculant. Oui, on va se permettre... Mais si elle ne le dit pas, ce sera mauvais. On va se permettre... Voilà. On va se permettre, on sait qu'en Donc, réalité, le temps nous est très imparti. Et on aurait pu respecter justement le timing comme le veut le synopsis, mais on va pousser un peu plus avec vous, Dominique Audrey, pour mieux comprendre les positions. Aujourd'hui, cette fille pose un problème. Devrait-elle pardonner à son papa? Vous, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'elle devrait pardonner, parce que passer 14 ans dans le noir, parce que votre parent vous y a plongé, ça fait qu'il y a eu beaucoup de manques dans sa vie. Il y a eu des problèmes qu'elle a rencontrés, des difficultés qu'elle a rencontrées et qu'elle aurait aimé partager avec ce père-là qui l'a maudit. Mais puisqu'on est dans un climat de tension, de problèmes, chacun est resté dans son coin. Je crois qu'elle doit pardonner à son père pour elle, pour son propre bonheur à elle, pour sa propre liberté. Elle devrait le faire. Et aussi qu'elle pardonne parce que simplement le moment est arrivé qu'elle se libère de cela et qu'elle reprenne sa vie là où elle a laissé. Aujourd'hui, elle est mère d'enfant et il va bien falloir que son enfant ait une vie avec son papa à elle. Donc oui, elle doit pardonner à son père. L'histoire de ce matin met en scène l'irresponsabilité de certains papas, parce que si la maman de cette jeune fille a fait un caca nerveux, c'est simplement parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il y a un enfant interné qui va subir une opération. Vous rentrez, vous le père de cet enfant, totalement ivre, et vous vous retrouviez en train de vomir et tout. Peut-être la gestion de la douleur de la mère de la maison a été mal exprimée. Vous savez, lorsqu'on a quelqu'un qui est malade, on est au bout. À bout de nerfs, on a tendance à exploser à la moindre occasion. Peut-être elle est allée très loin lorsqu'elle a commencé à crier, lorsqu'elle a commencé à pleurer, mais c'était simplement l'expression de son exaspération. Je suis avec l'enfant à l'hôpital, j'ai besoin d'assistance, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule avec cet enfant et je ne comprends pas par quelle alchimie le père de mon enfant, mon mari, mon époux, soit en train de picoler et revienne à être ivre, vomi dans le salon pour que je vienne me retrouver à nettoyer sa merde. Peut-être ne prenez pas là à ce niveau. Si, c'est là, puisque c'est de là qu'est partie la bagarre que l'enfant a séparé. Bon, c'est des gestions que les mamans peuvent avoir en interne. Il y a des maris sous qui rentrent chaque jour sous et les mamans savent justement gérer ça. Sauf que ça devient un problème lorsque vous êtes ivre et que vous tapez sur votre femme ou que vous tapiez sur votre enfant. C'est là que ça commence à être gênant. Et cet enfant, si elle a eu la force et le courage de sauver sa mère des coups de son père, c'est simplement parce que c'était la foi de trop. C'était la foi de trop et c'était inutile de taper votre femme à ce moment-là. Bon, puisque ça fait 14 ans que la scène est passée, je crois que si ce papa est revenu, c'est simplement parce qu'il a pris conscience, et ça depuis longtemps, que sa fille n'avait pas mérité cette malédiction. Et c'est la raison pour laquelle il est venu faire amende honorable et demander pardon à cette fille. Donc, de la même façon qu'il a maudit sa fille, de la même façon, il doit pouvoir annuler ce sort-là. Mais maintenant, la reconstruction de cette relation va être longue. Mais il faut quand même donner une chance à votre père. Et pourquoi la femme ne peut-elle pas éviter son mari la laisser dans les on va poursuivre. À un moment, sa stature. Passons à autre chose. Passons à autre chose, je vous en prie. On va également le dire. Ils sont très nombreux parents qui nous regardent, vous qui nous regardez ce matin. Quelle solution préconisez-vous ce matin? Qu'est-ce qu'on va se dire? Tout de suite la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise implémentation du projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logone. Aujourd'hui, on parle d'un projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logone, oubliant tout ce qu'on avait eu à implémenter, oubliant l'ensemble des rapports attendus, des bilans aujourd'hui enfouis dans des tiroirs poussiéreux. Que sont devenus les investissements réalisés dans le cadre du projet d'urgence de lutte contre les inondations?
Pulsi. Comment comprendre l'arrêt de la poursuite de la réhabilitation des périmètres des rizières? Pourquoi a-t-on stoppé le projet de restructuration complète de la filière rizicole dans la zone, mieux dans la vallée du Logone? Précisons que la Banque mondiale, à travers son guichet IDA, a approuvé en 2021 un crédit de 116,5 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun afin de soutenir la production agricole dans la vallée du Logone. Comment penser ce projet lorsqu'on sait qu'ils ont abandonné la sécurité hydrique régionale, plombé le projet de la gouvernance des ressources en eau, principalement à travers la réhabilitation des infrastructures d'irrigation et le drainage et l'appui aux associations d'usagers de l'eau? Comment comprendre ces sommes détournées dans le projet de la promotion de la production agricole et agroalimentaire qui, jusqu'à ce jour, fait problème dans cette zone? Comment comprendre ces bis repetita en termes de projet? On n'a pas fini un, on est dans l'autre. On n'a pas fini l'autre, on entame le prochain. À chaque budget, ces programmes. À la fin de chaque budget, aucune synthèse effectuée, aucun rapport présenté, on enchaîne. Comment comprendre cette somme de bis repetita, un même projet, un même financement pour une même zone et dans, on va le dire, dans un même programme structuré, déstructuré, reconstitué et finalement les différents partenaires au développement qui se retrouvent à venir jouer. Y a-t-il complicité entre les porteurs de ces projets et les partenaires financiers? Question. On précise que Viva Logone permettra de renforcer la sécurité alimentaire par le biais de l'augmentation de la production nationale du riz dans le Grand Nord. Qu'a-t-on déjà fait de la production existante pour se lancer dans ce qu'ils ont appelé projet d'aménagement et de valorisation des investissements dans la vallée du Logone? Y a-t-on déjà fait la promotion de l'ensemble des promotions pour envisager autre chose? On prend ce qui ne marche pas, on remplace par ce qui ne marche plus. Comment comprendre qu'on parle d'un tel financement lorsqu'on sait que toute cette région souffre des affres de la sécheresse, des questions de sécurité alimentaire impliquant la vulnérabilité des communautés riveraines aux inondations dans l'avenir? C'est quand même 116,5 milliards de francs CFA. Comment comprendre que dans l'implémentation de ce projet, on dit encore que les exploitants de parcelles verront leurs parcelles temporairement inexploitées pendant au moins une campagne du fait de leur réhabilitation, que le gouvernement se doit de mettre en œuvre des mesures de compensation tendant à minimiser les conséquences de ces pertes économiques au-delà des conflits qui peuvent en découler. C'est-à-dire, vous ne travaillez pas. Quelle est la compensation qui sera mise en place? Rien n'est dit. Comment sera pensée la compensation après destruction des biens, c'est-à-dire culture, habitation, infrastructure sociale, lorsqu'on sait qu'au Cameroun, on casse d'abord et on indemnise après des années et des années. Quelles sont les structures mises en place pour gérer et abriter les risques de conflits liés à la réinstallation? Va-t-on assister à un nouveau conflit? Arabe Choix et Massa, comme on l'a vu dans ces différentes zones au nord? Question. Mettre en œuvre une aide à la réinstallation des personnes affectées par le projet de manière à ce que les pépinières ou les périmètres agricoles soient plus proches de leur lieu d'implémentation ou d'implantation. Ont-ils prévu des compensations pour les mises en valeur faites au sein des 10 périmètres? Question. Ont-ils pensé subventionner les activités économiques des ménages à travers des transferts monétaires afin de leur permettre de recréer le tissu économique lors du déplacement temporaire? Question. Ont-ils pensé soutenir les activités socio-économiques à travers les subventions au groupement des producteurs, à la modernisation des pratiques agricoles? Question. Ont-ils pensé renforcer la capacité des agents de vulgarisation dans les postes agricoles? Autre question. Ont-ils pensé réaliser les ouvrages de franchissement complet, piétons, motos, véhicules pour parler aux problèmes de mobilité rurale en période de pluie? Question. Ont-ils pensé aménager des couloirs de transit pour le bétail afin de prendre en compte la situation des peuples autochtones, à l'exemple des pasteurs nomades Bororo? Question. Ont-ils pensé éventuellement des aides de stockage des matériaux? À tout cela, on n'a pas pensé. Il n'y a qu'à la clé 116,5 milliards de francs CFA qu'il faut gérer. Tant pis pour les populations. On va vous bouger, on va vous malaxer
il y aura des crises, il y aura des guerres, il y aura, on va le dire, du sang qui va couler. On reviendra à sapeurs-pompiers avec les gouverneurs, les autorités administratives pour mettre la paix. Le plus important, c'est qu'on se batte à mieux gérer les 116,5 milliards de francs CFA dans le cadre du projet d'aménagement et de valorisation des investissements dans la vallée du Logone. Le programme de lutte le programme d'urgence de lutte contre les inondations, le programme de sécurité hydrique, histoire de mettre à jour ces différentes zones, avec financement déjà décaissé, on a mis derrière, on avance. La vallée du Logone, on reviendra 30 ans, 10 ans, 5 ans plus tard avec un nouveau projet. Cette fois-là, ce sera les grandes ambitions dans la vallée du Logone, vallée porteuse de bien-être, vallée porteuse de richesse en termes de développement de l'économie locale. Charles Amel, je voudrais savoir, c'est le ministère du Plan, de l'Aménagement, le ministère du Plan qui s'en occupe, c'est ça, hein, c'est ça. Très bien. Parce qu'on parle quand même d'investissement aujourd'hui. Eh bien, on sait qu'ils sont très nombreux à nous regarder, on va dire dans le Logone ce matin. Et on parle, bien sûr, Madame Michon a choisi d'en parler, on parle bien sûr de la question de la mauvaise implémentation du projet d'aménagement et de valorisation des investissements dans la vallée du Logone. Comprenons-nous, projet d'aménagement et valorisation des investissements. C'est quand même important pour Benga d'en parler. Au Cameroun, quand même, on a des jolis projets. Hein? On a des très beaux projets. On vous parle quand même d'un projet d'aménagement et de valorisation des investissements. Comprenons-nous justement le sens de ce projet porté par le ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire aujourd'hui? Oui, c'est compréhensible. Mais le problème, c'est que... C'est la faisabilité? Faisabilité, mais d'abord, les ministères, les différents départements ministériels ne travaillent pas ensemble. Et chaque ministère travaille de manière isolée. Et il y avait à une certaine époque ce qu'on appelait les projets intégrés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas construire un pont comme celui de Vouri sans faire intervenir la société qui est en charge de distribution d'eau, charge de distribution de téléphone et tout. Donc c'est comme ça qu'on appelle projet intégré. Donc vous construisez un ouvrage, il faudrait que Camtel, nous on appelle un tel Cam intervient. Est-ce que vous n'allez pas endommager les lignes téléphoniques? Est-ce que le problème d'adduction d'eau n'aura pas un coût? Est-ce que l'électricité, ainsi de suite, ainsi de suite? Donc c'était des projets intégrés. Aujourd'hui, il n'existe plus de projets intégrés. Donc, et vous voyez d'abord qu'il n'existe plus de conseil des ministres, il n'y a pas de conseil de cabinet où ça se tient rarement. Donc, chaque ministre envoie, il élabore des trucs, il entre à la présidence, il ressort avec des hautes instructions, il se lance. Quelquefois, je ne sais même pas si le Premier ministre est au courant, ou alors on lui tient seulement informé lorsque quelqu'un a commencé à mener son projet. Je voudrais comprendre aujourd'hui, Bengan. Le montant quand même pour l'investissement et la valorisation justement de la vallée du Logone aujourd'hui, on parle de 116 milliards environ. Mais on s'en souvient encore qu'il y a eu plusieurs autres projets qui ont été pensés pour la même localité et qui n'ont jamais été implémentés, ou du moins qui ont été très mal implémentés. Pourquoi ne pas faire un bilan de ce qui a été mal fait pour amener notre projet aujourd'hui? À quoi bon? On ne peut pas faire un bilan parce que l'objectif au départ n'est pas l'aboutissement heureux du projet. C'est quoi l'objectif? Hier, l'objectif, c'est voilà. Observez très bien, les 3 provinces septentrionales et la province de l'Est ont le plus grand nombre de, comment vous les appelez, des partenaires de développement d'ONG. Oui. D'ONG, j'en ai discuté la semaine dernière encore parce que dans mes pérégrinations, il y a une dame ici qui était avec une expatriée, je pense, elle devait être une Suédoise et tout, et commençait à me parler de l'éducation de la jeune fille dans le Grand Nord. Ils sont là-bas, ils ont travaillé. J'ai dit, mais madame, en un mot, ce que vous avez trouvé dans le Grand Nord Cameroun, vous l'avez trouvé en Afghanistan, non? Elle me regarde, j'ai dit, est-ce que c'est pas vrai? Donc, vous voulez parler l'Afrique. En fait, ne parlez pas de ça. Ce n'est pas, et les Africains n'aiment pas envoyer les enfants à l'école. Il y a une éducation qui, pour ce cas précis, viennent de la civilisation, j'allais dire, islamique et tout,
qui encadre la société d'une certaine manière. Mais pour le cas du Cameroun, plus précisément, c'est en 1973, avec l'opération Sahel vert, il y a eu une grande sécheresse. Cela a amené, vous entendez souvent parler de la commission du bassin du lac Tchad, et où la Libye était d'ailleurs intervenue et proposait l'irrigation de ce projet. Donc, le barrage que vous entendez ici à Garoua, le barrage de Lagdo, en réalité, ce n'était pas... Au départ, le projet n'est pas de construire un barrage hydroélectrique. Le projet, c'est de développer l'agriculture. Et il fallait déplacer les populations avec la construction des grands ouvrages, notamment barrage à Magba, un certain nombre de projets qui étaient pris de manière globale. Il fallait donc les implémenter et à ce moment on faisait le bilan. C'est-à-dire que le troisième plan quinquennal, on nous dit on n'est pas arrivé à terme parce qu'il y a eu non seulement sécheresse dans le Grand Nord, mais il y a aussi eu la crise du pétrole. On va renvoyer ça avec tous les fonds que cela rapporte et on vérifiait. Donc aujourd'hui on ne vérifie plus. On ne vérifie plus. Beaucoup de gens ne savaient même pas qu'il existait un décret de 78 en 78/263 qui fixait les modalités de gestion des conflits agro-pastoraux. Justement parce qu'on déplaçait les populations à certains points. Vous savez, il y en a avec les habitations, quand le pluie commence, il y en a qui sont victimes des inondations. Il était donc question de les aménager d'autres endroits et laisser la possibilité à ceux qui pratiquent l'agriculture. Mais il y avait un calendrier agricole. On savait que dès que les précipitations vont commencer, il ne faudrait pas qu'il y ait des dommages, il ne faudrait pas. Donc on les encadrait et surtout, il y avait de la on indemnisait. Avant de quitter, on vous répertoriera, on dit bon, Ngachunumba, vous êtes dans la pêche, voilà comment. Bon, vous pouvez rester. Bon, lui, il est dans l'agriculture, vous ne pouvez pas rester. Tel est dans l'élevage. Voilà comment on dit. Avant de vous déplacer, on vous dit, bon, ça coûte tant. On vous remet votre argent et on vous réinstalle. Aujourd'hui, on vous dit quittez. Quittez et vous allez où vous commencez à végéter comme si vous étiez... Et je pense que l'ancien gouverneur vient, il a d'abord commis un ouvrage là-dessus à Bakar Ahmad. Il a dit, nous sommes presque tous des déplacés internes. Donc, c'est ça le truc. Donc, nous sommes des déplacés internes, à ce point que l'État vous laisse vous débrouiller. Merci beaucoup, mon Bengan, pour cette analyse de ce matin sur la question, bien évidemment, de l'implémentation du projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logone aujourd'hui. Isabelle Carrozepet, un petit mot sur cette colère? Non, mais je crois simplement qu'aujourd'hui, on abuse des personnes. On ne peut pas les traiter à leur juste valeur, ou du moins, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir amener à terme des projets, mais on se dit, ok, d'accord, s'il n'y a pas de suivi, quoi que ce soit, ou personne qui veillera, ben alors on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Quand on sait que dans cette partie du pays-là, qui croupit sous le poids de tout type d'intempéries, ça aussi, il faut le relever. On ne fait rien pour les mettre à l'abri aussi de cela. Allez, on va, Dominique Audrey, certainement pour sortir. Quel commentaire faites-vous à ça? La question que je me pose, c'est de savoir, ce projet a été compartimenté sur le plan environnemental, le plan social et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à ce projet Viva Logone, c'est l'abréviation Viva Logone. Maintenant, quand on repense au projet Pulsi, qui était censé travailler sur les citoyens, les riverains qui ont souffert des inondations, et que dans ce projet, on revienne encore retravailler sur ces inondations, on doit se poser des questions parce que le projet Pulsi a été financé pour justement travailler exclusivement sur les inondations, après les inondations de 2012, si je ne me trompe, la plus grande vécue dans cette localité-là. Mais le projet Viva Logone revient encore sur les inondations. Pourtant, on a échoué avec Pulsi. Hein. Ça veut donc dire qu'on a échoué avec Pulsi qui a été financé. Il y a quelques temps également, en 2021, la Banque mondiale a octroyé une somme de sensiblement 200 millions de dollars encore pour ce projet.
Mais où en est-on aujourd'hui? Parce que ici, sur le plan social, les études qu'ils disent avoir menées doivent mettre en scène le fait que les populations du Logone n'ont pas accès à l'électricité, les populations du Logone n'ont pas accès à la scolarisation. Il y a un problème entre pêcheurs, agriculteurs et éleveurs. Il faut prendre exactement cela en compte et repartir de façon équitable, plus ou moins équitable, les parcelles rizicoles. Et ce projet également se base sur l'augmentation de la production agricole. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus d'informations par rapport à cela, mais on vous parle d'une somme faramineuse de 100 et quelques milliards de francs CFA décaissés par rapport à ça. Donc il y a de quoi donner le tournis ici, ou bien de quoi voir des populations déçues par rapport à ce projet qui était censé être un projet porteur dans la mesure où l'implémentation de tous ces projets aurait été une niche d'emploi pour tous les jeunes qui sont là-bas et aujourd'hui qui migrent vers les grandes villes pensant qu'ici, on pourrait facilement avoir de l'emploi. Donc le MINPAT a une position rapide à prendre pour dire aux populations, pour dire à l'opinion nationale, on en est ici avec le projet Viva Logone et dans quelques temps, on va implémenter ci ou on va implémenter ça. Mais lorsque vous lisez les rapports, on est dans beaucoup d'envolées. C'est loin de la réalité. Merci infiniment, Dominique Audrey-Yengelek. Et d'ailleurs, il faut le rappeler que depuis quelque temps, il y a eu une ouverture d'enquête sur la question des investissements, on va dire, au ministère de l'économie, concernant bien évidemment la direction de la programmation et des investissements au ministère de l'économie, du plan et l'aménagement du territoire aujourd'hui au Cameroun. Madame, Monsieur, restez des nôtres. On se reparle dans un instant.